Et on poursuit l'Hebdo Show avec la dernière partie. Place tout de suite à DZ Showtime. C'est la partie lors de laquelle Mahdi Rezar ne parle pas beaucoup, mais lors de laquelle Nariman Zekar nous rejoint autour de la table. Nariman Zekar qui n'est pas venue seule. Comme d'habitude, elle est accompagnée de deux invités ce soir. Exceptionnels, deux invités exceptionnels. Voilà, Mahdi Rezar qui parle finalement. Monsieur Rani Kollich, président du Conseil de développement Canada-Algérie, et Iyas Begriche, influenceur. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à Segasamkes. Nariman Zekar, alors ce soir on va parler du rôle de la communauté nationale à l'étranger comme levier du développement économique et vecteur d'essor culturel. Alors oui, bon déjà, à toutes et à tous qui nous regardaient, qui nous suivaient bien sûr ce soir. Mais tout d'abord, avant de parler de la diaspora, j'aimerais revenir vers notre cher ami Gabriel Cluzel qui a encore frappé. La grande cette amie fois, de oui, l'Algérie. avec une masterclass encore plus absurde que la brigade anti-bûche. Tenez-vous bien. Mesdames et messieurs, ce soir, on va assister à quelque chose d'assez fascinant, je dirais même un phénomène rare, la diplomatie internationale au guichet de la préfecture, parce que selon Madame Cluzel, le droit international obligerait l'Algérie à reprendre ses ressortissants sous OQTF, et elle en profite bien sûr pour pointer du doigt le président Abdelmajid Tebboune. On regarde. D'ailleurs, dernier point, la gauche que je vois pousser des cris d'orfraie en disant le droit international, je peux lui rappeler une toute petite chose, simple petit exemple. Le droit international stipule par exemple qu'on doit reprendre ses OQTF. Moi, je ne les ai jamais entendus dire à propos de l'Algérie, c'est fou, ils ne reprennent pas leurs OQTF, Tebboune, c'est scandaleux, ils ne respectent 404 erreurs. Bon, le système a bugué, effectivement. Madame Cluzel, déjà, c'est Monsieur Tebboune, c'est pas Tebboune, c'est pas ton ami. Ouais. Je tiens à rappeler un élément peut-être qui paraît trop complexe pour ses neurones, à cette Gabrielle, c'est que le droit international, au contraire, il est là pour protéger des abus des OQTF. Donc c'est tout le contraire, Madame Gabrielle Cluzel. Bon, voilà, je vous l'ai dit, Gabriel Cluzel qui dit que voilà, l'Algérie ne respecte pas le droit international et que le président Tebboune refuse de reprendre ses OQTF. Bon, déjà, après cet extrait, on peut juste afficher un petit message très simple. Erreur 404, notion juridique non introuvable. Veuillez redémarrer, s'il vous plaît, avec l'aide d'un juriste si possible, parce qu'il faut le dire clairement, le droit international n'a absolument rien à voir avec les OQTF, mais vraiment rien du tout. Petite leçon pour ceux qui vraisemblablement ne sont pas au courant. Le droit international, ça parle d'État, ça parle de souveraineté, de traités, de conventions, de négociations entre pays, parfois pendant des années dans des salles de l'ONU, que ce soit à New York ou bien à Genève. A contrario, Gabriel, une OQTF, c'est tout autre chose. C'est une décision administrative française, signée par un préfet français, avec un délai, un recours possible, un juge administratif français, encore une fois, et un tampon. Vous voyez là, on n'est vraiment pas sur le même étage du droit, on dirait même qu'on n'est pas dans le même immeuble, pour tout vous dire. Et deuxième confusion, l'outil. Alors, le droit international ne sert pas à forcer un État souverain à exécuter une décision préfectorale étrangère. L'ONU n'est pas un service après-vente des OQTF. Et troisième confusion, le coupable désigné. Parce que, vous savez, Madame Cluzel, l'Algérie n'exécute pas les décisions françaises. Elle coopère comme elle peut ne pas coopérer, exactement comme le font tous les États souverains, sans exception. Il n'y a pas d'obligation automatique, pas de hiérarchie juridique et pas de rapport de subordination. Donc, mélanger OQTF et droit international, ce serait comme confondre un peu la Charte des Nations Unies avec les tickets qu'on prend pour attendre son tour à la préfecture. Ça n'a rien à voir, sauf peut-être la longueur d'attente. Du coup, le tribunal des fake news de l'Hebdo Show a rendu son verdict. Voyons voir alors, confusion normative aggravée avec récidive médiatique probable. La peine est simple. Je propose donc 18 heures de cours de droit public et un exemplaire du livre Le droit international pour les nuls, offert par la rédaction. De rien, Gabriel. Voilà, Baptiste le tien ici, on va le prendre. La lecture. On se tourne à présent vers vous, Rani Colli, parce qu'il y a aussi
des parcours qui méritent qu'on s'y attarde. Rani, vous avez un parcours qui parle beaucoup aux membres de la diaspora. Vous avez réussi à l'international, au Canada, dans des secteurs de pointe. Et pourtant, vous avez quand même décidé de mettre votre expérience au service de l'Algérie. Alors ma première question est simple. À quel moment on passe de succès personnel à la volonté de faire briller son pays d'origine? Je pense que c'est l'inverse. C'est d'abord parce qu'on veut faire briller son pays qu'on peut, si tant est qu'on puisse qualifier ça d'un succès. Je pense qu'on a cet ADN qui ne nous quitte pas. On peut sortir de l'Algérie, mais on ne peut pas sortir de l'Algérie de l'Algérien et de l'Algérienne. Donc c'est un choix qui est tout à fait naturel. Une fois qu'on a pris ses assises, où qu'on soit dans le monde, l'un des premiers réflexes, quand on a cet amour du pays, c'est de réfléchir, soit en y allant physiquement, soit à distance, comment on peut créer des ponts, comment est-ce que ces ponts puissent être bidirectionnels, parce qu'il s'agit d'apporter à l'Algérie tout ce qu'elle a de besoin, mais aussi tout ce qu'on peut partager comme expérience, mais j'insiste aussi sur la bidirectionnalité, tout ce que l'Algérie aussi a apporté, ne serait-ce que les cerveaux qui alimentent aujourd'hui des intelligentsias à travers le monde. Donc l'aspect collectif s'est très vite imposé pour moi comme une évidence, et j'aime à dire que chacun d'entre nous a cette responsabilité double, évidemment d'asseoir son assise où qu'on soit, mais assez rapidement de voir comment cette lumière, aussi petite ou si grande soit-elle, puisse briller sur notre cher pays. Rani, on peut vous présenter aussi comme un bâtisseur d'écosystème, pas quelqu'un qui vient avec un projet isolé, mais avec une vision, on peut dire, globale. Quand on parle de développement économique aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Est-ce que ça veut dire créer des emplois? Est-ce que ça veut dire créer des environnements capables de durer? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Très bonne question. Honnêtement, je me pose plus la question en reverse engineering, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les décisions d'hier, en fait. Si tel secteur fonctionne, c'est parce qu'auparavant, on a déjà planifié, on a déjà créé les conditions, un tant soit peu, qui permettent à cette industrie-là de fleurir. On peut penser à l'industrie des énergies fossiles qui nourrit notre pays depuis à peu près l'indépendance. Ma préoccupation, en tout cas celle qui est la mienne, c'est vraiment comment est-ce que depuis 2050, 2060, on revient en arrière, on se dit aujourd'hui, en 2026, on a pris des décisions, on a planté des graines, on a semé des jalons qui, 10, 15, 20 ans après, puissent faire émerger des industries qui peut-être aujourd'hui n'existent même pas. Et il y a des raisons qui font que, soit par manque de transfert de technologie, soit par manque de partenaires fiables qui nous regardent d'un rapport d'égal à égal, et qui aussi, peut-être en utilisant cette communauté nationale à l'étranger, qui est un ciment naturel, qui a à la fois cette loyauté, cette niaque qu'on veut faire du bien à notre pays, mais parfois on est aussi, je dirais, dans un rapport méso. Je m'explique rapidement. Donc, quand on est trop micro, on est là-dedans. Parfois, on est trop proche de l'arbre et on ne voit pas éventuellement tout ce qui se fait de bien. J'ai le plaisir et surtout le privilège de m'entretenir avec des responsables et à qui je fais un peu l'historique de tout ce qui a été fait comme avancée dans les dernières années. Parfois, c'est des rattrapages, dans le sens qu'il manquait telle ou telle chose, telle ou telle loi, telle ou telle infrastructure, et il était temps qu'on puisse avoir ce rattrapage. D'autres fois, c'est des succès dans le sens qu'on a fait ce qu'on pourrait qualifier en anglais un leap of frog, donc on a dépassé le rattrapage pour aller vraiment vers peut-être une accélération quelconque. Alors, je crois qu'ayant ce point pas trop proche à l'intérieur des opérations et pas trop éloigné non plus, et surtout, comme on dit en bon arabe, je suis quelqu'un de mokhadram, donc je suis un peu... j'ai été ici, donc je... C'est ça. Aguerri. Pardon ? Aguerri. Peut-être, mais en tout cas, j'ai cette lecture, cette double lecture. Donc, ça fait juste une quinzaine d'années. Donc, j'ai opéré ici, j'ai créé des entreprises ici. Je sais peut-être le climat des affaires. Donc, je peux apprécier le saut significatif et qualitatif qui a pu être le nôtre, justement, tout en étant exigeant sur ne pas se satisfaire, je dirais, de là où on est. On est, je pense, suffisamment jaloux de notre pays. On se doit d'aller le plus loin possible et on a cet éclairage qui peut
parfois être entendu et, ma foi, si ça peut être utile pour, en termes de prospective, nous projeter sur un avenir finalement qui est peut-être un peu, j'allais dire, calqué sur le quotidien, calqué sur la réalité d'aujourd'hui, peut paraître un petit peu j'allais dire étonnant, mais on en rentrera peut-être de certaines industries, si vous me permettez l'exemple. Mais oui, justement, vous êtes à l'origine de plusieurs initiatives ici en Algérie, dans l'aéronautique, notamment autour de la lutte aérienne contre les feux de forêt, mais aussi dans le gaming, oui. avec Numidia Valley, un secteur qu'on associe rarement à l'Algérie, hein, le gaming, alors qu'il représente un énorme potentiel. Et que l'Algérie, vous me l'avez dit tout à l'heure en coulisses, est le 3e plus grand consommateur de jeux vidéo au monde. Alors pourquoi le gaming est-il, selon vous, un levier stratégique pour créer de la valeur et retenir les talents? D'abord, je dirais pourquoi pas. Mais blague à part, on peut peut-être réduire cette industrie-là ou ce nom-là à ce qu'on pourrait qualifier, ah oui, donc dans le sens jeu. Détrompez-vous. Honnêtement, c'est une industrie. D'abord, je citerai celle qui est un peu le chapeau. Ça s'appelle Creative Industries and Content. Donc, c'est les industries créatives et de contenu, qui est un peu l'industrie macro de laquelle découle le gaming. Mais il y a aussi la sous-industrie de divertissement. Pensez à Netflix et à tout le streaming. Et pensez enfin à tout ce qui est e-sport, donc le sport mais virtualisé. Et oui, l'Algérie consomme 3e place mondiale de consommation de jeux vidéo. Comment cela s'explique, M. Rani? Ça s'explique assez facilement. On est friand de jeux, de divertissement. Depuis l'avènement, je ne connais pas un Algérien qui a moins de 2 puces, donc on a tous 2-3 téléphones. On a même inventé le téléphone à double puce il y a quelques années en arrière. Ouais. La bande passante s'améliore, donc voulant dire que l'accès à du contenu. Maintenant, la question qu'on se pose, si on veut juste se projeter de façon prospective, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message à nos enfants? Quelle est la place de la mémoire? Quelle est la place de la culture? Quelle est la place de l'art algérien, africain, dans ce qui passe à travers les téléphones. Donc c'est vraiment ça la grande question. Quelques chiffres quand même sur le plan business. C'est un marché de 188 milliards de dollars à travers le monde. Juste le gaming. J'exclus le divertissement, j'exclus le e-sport. Et l'Afrique consomme 2,1 milliards de dollars. C'est ce qui est affiché en arrière sur vos écrans. La production africaine est de moins de 1% en termes de création de contenu. La réponse est très simple. Qu'est-ce qu'on fait pour faire passer l'Afrique d'une façon générale, et l'Algérie en particulier, de consommateurs par excellence, non seulement à producteurs, qui est notre prochain jalon sur le Numidia Valley, mais à exportateurs. Disons les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que Hollywood pourrait nous raconter de plus que ce qu'ils nous ont déjà raconté? C'est l'Afrique qui a des histoires authentiques, c'est l'Algérie qui a une histoire millénaire. Pensons à l'Amir Abdel, pensons à l'Île Pointe, pensons à la bataille d'Alger, la guerre de libération pensons juste à la guerre. Mais je ne parle même pas des milliers d'années qui sont en arrière, de Chechnar qu'on fête aujourd'hui à l'occasion des Inaïr. Donc c'est toute cette histoire qui malheureusement on a laissé les gens nous raconter. Il est temps notamment aujourd'hui à travers Numidia Valley entre autres, qu'on puisse se raconter nous-mêmes, par nos enfants, pour nos enfants. Et oui, on mérite d'être sur une chaîne de valeur mondiale qui gagne de l'argent pour avoir des emplois très bien payés en local. On parle de 350 000 emplois de qualité qui peuvent être créés sur un horizon de 5 ans. Faites le calcul sur 2,1 milliards de dollars de consommation en Afrique. Si on a entre 1 à 3% sur un horizon de 5 ans, je pense que c'est un des déplacements de chaîne de valeur qui serait le plus substantiel dans les dernières décennies. Donc voilà un exemple très concret de comment, en conjuguant les talents, une écoute des membres de la communauté nationale à l'étranger, mais aussi évidemment que les hauts responsables débrident un petit peu le logiciel économique en faisant de la prospective et non pas juste de la planification, on arrive à trouver ce genre d'initiative stratégique. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette industrie du gaming algérienne? Des talents. Sans les talents, il n'y a aucune industrie, en fait, quelle qu'elle soit. Alors que là, on a justement des talents à revendre. Je ne dirais pas à revendre, si je peux me permettre. Mais en tout cas, à vraiment, à localement les garder ici. Et il y a un petit effet très subtil, mais vous donnez une certification internationale à un membre, un diplômé de l'enseignement supérieur, vous avez presque, disons les choses telles qu'elles sont, vous venez presque de lui donner un visa de quitter le pays.
Mais quand on pense à la formation professionnelle, pour des raisons techniques, ils sont très peu éligibles à l'immigration. Donc, quelque part, on peut investir sur une masse critique de personnes locaux qui vont rester en local. Et donc, au lieu que l'Inde ou quel autre pays qui fait de l'offshoring aujourd'hui a des coûts finalement sur lesquels on peut être encore plus compétitif, on parle plusieurs langues. Nos jeunes parlent plusieurs langues. Juste l'industrie du doublage, Nariman, est une industrie qui génère, si je rajoute le gaming au Québec, à la province du Québec, 1,1 milliard de dollars par année. Donc oui, les films sont à Hollywood, mais les effets spéciaux sont faits à Montréal. Et nous avons la chance d'avoir quelqu'un que tu connais, Faisal, de Sami Lamouti, et plein d'autres personnes qui aujourd'hui, on peut travailler sur l'expérience de Emile Abdelkader, on peut travailler sur la bataille d'Alger pour la rendre accessible à nos enfants, on peut travailler sur vraiment des projets tant de souveraineté au sens de soft power, que aussi des choses qui compensent les 12 à 18 heures par jour que nos enfants regardent en streaming. Donc je pense que la démonstration est économique. Pour répondre à la question de développement économique, il n'y a plus à faire. Maintenant, pour répondre à notre question beaucoup plus, c'est comment est-ce que les ingrédients indispensables à ce qu'on puisse faire le nécessaire. Le talent, il existe. L'expertise via la diaspora, elle existe. C'est vraiment la conjugaison au-delà d'une volonté politique, parce qu'elle est assez claire. Je pense que le message est assez clair. C'est plutôt l'action, donc le passage à l'action, et on ne lâche pas le morceau jusqu'à ce qu'on puisse vraiment faire émerger cette industrie-là. Je peux en parler de l'aéronautique, de plein d'autres, mais en tout cas, sur celle du gaming ou plus globalement des industries créatives, il y a franchement une Algérie 2035 sur laquelle on ne peut pas rêver, mais réaliser. Et au regard, il faut poser des gestes aujourd'hui pour qu'on puisse y arriver. Voilà des projets ambitieux qu'on a hâte de voir se concrétiser. Et hormis les chiffres, mais comme messieurs, qu'un pays, ça se construit aussi avec une mémoire, une culture et une image qu'on porte et qu'on transmet, en particulier à l'étranger. Yes Begrish, vous incarnez justement cette dimension-là. Vous avez d'ailleurs écrit un livre intitulé D'origine algérienne, un travail donc qui parle de racines, de transmission et aussi de reconnexion à l'Algérie. Ce que vous faites également sur les réseaux sociaux touche beaucoup de jeunes de la diaspora qui se posent des questions sur leur identité. Pourquoi avoir écrit ce livre ? J'ai écrit ce livre parce que je voulais un peu parler des réseaux sociaux positivement. Très souvent, on associe le côté influenceur à quelque chose d'un peu péjoratif, ils ne font pas grand-chose, etc. Et je voulais vraiment, à travers ce livre, démontrer que les réseaux sociaux peuvent être un outil de transmission de notre culture et de nos racines. Ce livre, c'est une autobiographie où j'explique un peu aux gens ce qui m'a poussé dans ma démarche de commencer à parler de l'Algérie sur les réseaux sociaux. Quand je vivais en Algérie, je vivais dans un décor typiquement algérien, la musique, les odeurs, les senteurs, etc. Et quand je suis parti à l'étranger... Hein? Bah, je l'ai écrit comme ça dans le livre parce que je ne voulais pas le traduire. Pour moi, Rehat el-Bled, c'est Rehat el-Bled. Et en gros, quand je suis parti en France étudier, etc., c'est là où je me suis rendu compte que finalement, mon décor algérien me manquait. Et je pense que beaucoup d'Algériens vont se reconnaître partout dans le monde. Et c'est là où je me suis dit, je vais commencer à parler des choses qui font de moi... algérien. Je ne pourrais pas l'exprimer autrement et donc je commençais un peu à poster des vidéos, à documenter ce qu'on mange, les restos, nos traditions, notre culture, etc. Et ça a pris énormément d'ampleur, il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait, beaucoup d'initiatives et c'est justement grâce aux réseaux sociaux, donc effectivement on peut utiliser les réseaux sociaux positivement pour promouvoir notre pays. Une petite blague, juste, je vous une parenthèse. Vous me coûtez cher parce que mon épouse, à chaque fois, regarde, elle me demande d'aller à ce restaurant. Peut-être arrêter. Je vous cite, manger un couscous au restaurant, c'est presque une honte, comme si on avouait ne pas savoir le faire nous-mêmes. Mais ici à Paris, dans ce petit resto, je me sens autorisé à retrouver un bout de mon identité sans gêne, sans jugement. C'est là que je réalise à quel point notre gastronomie est riche, à quel point elle m'a manqué. Chez moi, on mangeait algéro et kabyle, un mélange subtil de deux cultures. Ouais. Chapeau bas.
Quand j'étais plus jeune, si on mangeait à l'extérieur, c'était un peu mal vu. Ça veut dire que notre mère ne sait pas cuisiner ou bien notre soeur ne sait pas cuisiner. C'est la vérité. Il a raison. Aujourd'hui, c'est plus trop une vérité parce qu'il y a plein de restos traditionnels un petit peu partout. Et quand on est un peu fatigué, du coup, on va au resto. Oui, mais je trouve qu'ils n'arrivent pas encore à faire la nourriture comme l'a fait notre maman. C'est comme les Italiens. Les Italiens, tu leur dis tu vas manger des pâtes dehors, ils te disent c'est pas possible. Ils disent c'est la maman qui me fait mes pâtes, moi je les mange pas dehors. Le couscous, c'est jamais. Ouais, mais c'est fou. Mais il a raison dans ce qu'il a dit. Il a raison. Il l'a écrit. Il a raison de l'avoir dit. C'est un peu ça, c'est tout ça qui risque de disparaître si on fait rien. Et je pense que l'ancrer, l'écrire, mais aussi le virtualiser, le rendre accessible dans les médias et dans les moyens numériques qui sont maintenant à travers lesquels nous jeunes, je pense que la connexion, elle est là. D'ailleurs, Iyas, on a eu le plaisir de vous avoir sur une autre émission il y a de ça 2 ans. Ouais. Et vous avez beaucoup évolué depuis. Hein. Oui, justement, vous êtes devenu presque naturellement une sorte d'ambassadeur du patrimoine et de la culture algérienne. On vous voit défendre cette culture lors des journées internationales de l'UNESCO, par exemple, mais aussi à travers des images très fortes, comme lorsque vous avez recréé la montée des marches de Mohamed Lakhdar Hamina à Cannes. C'était les 50 ans justement de voilà, on voit les images là où vous mettez en valeur l'habit traditionnel algérien. Exactement. On voulait vraiment rendre hommage au cinéma algérien et justement à cette palme d'or algérienne. Et on l'a fait à Oran parce que c'était la Oran Fashion Week et comme ils étaient habillés en tenue traditionnelle, donc ils étaient en kaftan, en rshabia, donc on voulait vraiment remettre ce moment et ça a beaucoup plu et on a même reçu des messages de la famille de Mohamed Lakhdar Hamina. Il y a un truc qu'on peut comprendre, nous autres qui vivons à l'étranger. Vous parlez du restaurant maghrébin. Oui. À la différence du restaurant algérien. Oui. Racontez-moi ça, parce que là, je suis en train de le lire. je prends le livre à la fin. Mais racontez-moi ça, parce que c'est une vérité, ce qu'il va dire. C'est une vérité. On vous écoute. Quand je commençais à avoir ce manque de rihat al-blad, j'étais à la recherche de restaurants algériens. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que malheureusement, en France et un peu partout dans le monde, la catégorie restaurant algérien n'existait pas il y a 2 ans environ. Parce que... pour eux, ils estimaient que notre gastronomie, nous, algérienne, était maghrébine. Mais quand on parle d'un autre pays, on cite directement l'origine du pays. Et donc ça, c'était problématique. Donc j'avais fait un appel avec d'autres amis à moi sur les réseaux pour que Google rajoute cette catégorie. Et je trouvais ça injuste, dans le sens où on attend que quelqu'un nous dise qu'on est autorisé à dire que c'est une gastronomie algérienne. Alors qu'on sait que la gastronomie algérienne est juste... exceptionnel, incroyable, énorme, etc., riche surtout. Et je ne sais pas pourquoi Google nous a un petit peu peut-être saboté sur les bords pendant plusieurs années et on ne pouvait pas dire ce qu'on était. Peut-être parce qu'on n'a pas créé des contenus aussi. Hein. En fait, il y a de très très bons restaurants algériens à Paris. Hein. Oui. Moi, j'en ai mangé dans beaucoup. Je connais, ça se voit d'ailleurs. Mais je peux te dire qu'il y a d'excellents restaurants algériens à Paris. Hein. Non, pour Google, et je suis d'accord avec Rani, c'est qu'il faut créer des contenus. Et vous êtes quelqu'un qui crée, parce qu'on parlait à un moment donné de la mondialisation. La mondialisation, son but, c'était de dépasser les identités, les origines, l'origine algérienne, et donc de la remplacer par, même actuellement dans l'intelligence artificielle, si vous tapez certaines choses, il vous renvoie sur les références occidentales, par exemple. Après, vous lui dites non, vous êtes trompé, c'est pas vraiment ça. Il dit oui, vous avez raison parce qu'il y a ça et ça et ça. Et ça, c'est parce que les référencements ne sont pas très forts. Après, il y a aussi une forme d'injustice où... je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'on parle d'Algérie, on dit c'est oriental, c'est maghrébin, c'est méditerranéen. Et en fait, on ne veut pas dire que c'est juste algérien, c'est algérien. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher la région ou bien voilà, c'est algérien, basta. Et après, c'est entre nous, Algériens, de dire ça c'est algérois, ça c'est kabyle, ça c'est chaoui, mais ça c'est entre nous. Mais je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui pourquoi l'Algérie subit cette répression, j'ai l'impression. Et puis il faut noter, allez-y Tarek. Oui, juste pour dire que le problème c'est d'abord posé ici en Algérie. À un certain moment, un décor, on disait, c'est un salon marocain, je suis désolé, mais bon, c'est un salon, je veux dire, berbère ou même beaucoup plus algérien. Une fois, je suis rentré dans un restaurant, on m'a dit, tiens, votre goutte, c'est une spécialité marocaine. Je suis désolé, mais mes grands-tantes préparaient cette même spécialité. En plus, à l'Est, ça n'a absolument rien à voir avec le Maroc. C'est-à-dire que cette question, on a eu un complexe
ici même en Algérie, qu'on est en train de s'en débarrasser, mais c'est très bien aussi que ça se fasse aussi à l'étranger. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, et puis il faut noter, Yes, que votre engagement ne s'est pas fait sans coup. Vous avez été la cible d'attaques répétées de la part de certaines parties hostiles à l'Algérie. Comme d'habitude. Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer c'est la carapace algérienne. C'est comme les tortues ninja, c'est vert, on les a au-dessus de nous. Tu vois. Après, Nariman, je reçois tellement d'amour des Algériens et de soutien que parfois on a tendance un peu à minimiser, mais c'est vrai que c'est pas normal je parle que d'Algérie, je parle de rien d'autre. Mon contenu est exclusivement algérien. Je me concentre sur les belles choses, je veux parler des belles choses. Et malheureusement, beaucoup de personnes se sentent un peu oppressées, ciblées, visées, etc. Moi, je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que les gens comprennent. Donc déjà, je pars de ce principe. Et si je suis la cible justement de certaines attaques, c'est que peut-être que je fais bien aussi les choses. Oui. Et je le prends comme un compliment et je ne veux pas me lamenter sur mon sort. On est attaqué quand on fait bien les choses, on n'est jamais attaqué quand on les fait mal. Alors, de partout. Vraiment, on a que ce soit des personnes qui nous disent qu'on est des menteurs, que des personnes qui disent qu'on est en train de faire des montages, que ça n'existe pas chez nous, on est des voleurs, vraiment tout ça. Et moi, je fais abstraction de tout ça. On les connaît bien, les trolls sur Internet. Exactement, les trolls, les mouches électroniques, etc. Donc, on a l'habitude. On a l'habitude, exactement. Parce que c'est là que la conjugaison du soft power puis du déficit communicationnel que nous avons eu, il faut juste se l'avouer. Hein. Et moi, je considère qu'on a toujours été un géant dormant. Ben, c'est ce que ça fait quand un géant se réveille. Et encore, je peux vous dire qu'on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. Donc, imaginons si on conjugue l'ensemble de ces efforts, et je dirais juste... à ce moment-là, il faut rendre à Chechnar ce qui appartient à Chechnar, parce qu'on a aussi notre propre César. Yes, si vous deviez résumer en une phrase rapidement ce que c'est aujourd'hui d'être d'origine algérienne, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais fierté, juste en un seul mot. Voilà. Très bref, je suis de plus en plus fier d'être algérien, de découvrir aussi mon pays, parce que je trouve que nous, les Algériens, on ne connaît pas forcément notre pays à 100%. Et à chaque fois que je reviens, j'essaie de découvrir une wilaya différente, une région différente. Et je suis fier de mes origines et je le dis haut et fort dans ce livre qui s'appelle D'origine algérienne. Bravo, bravo à vous. Bravo Yes pour ce livre, bravo pour votre parcours, bravo à vous. Merci. Également Rani Qoli pour tout ce que vous faites pour l'Algérie, messieurs. Nariman, merci pour cette partie. Ce sont des ambassadeurs de l'Algérie, ce sont des ambassadeurs de l'Algérie, des ambassadeurs qui font honneur à l'Algérie. À notre pays, exactement. Voilà, on a besoin de vous. Merci. Et on rappelle encore une fois qu'on est fiers, qu'on sera toujours fiers d'être algériens. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention ce dimanche. Rendez-vous dimanche prochain, 21h. Au revoir.